Bonjour à tous. Je vais surtout me consacrer à la partie enjeu en termes politiques de la reprise en scope. Je me faisais cette petite remarque en venant ici, qui était de dire, tiens, il y a 13 ans, le summum de la radicalité, si vous vous en souvenez, c'était un projet de taxation des transactions financières pour reprendre la main sur les marchés financiers. Et aujourd'hui, on est réunis dans un séminaire ouvrier sur l'économie sociale et solidaire, sur l'appropriation sociale, et tout à l'heure on parlait de préparer très clairement l'après-capitalisme, c'est dire le chemin qui a parcouru en quelques années. Et je crois que ça c'est important. Autre point, je crois, à souligner, si on regarde le temps d'une façon un petit peu plus resserrée, sur l'immédiat, on se souvient 2009, c'était le summum de la crise. C'était des dizaines de fermetures d'unités de production, des milliers de licenciements. On négociait, il y a eu des batailles terribles qui débouchaient toutes sur des négociations d'indemnités de licenciement, et on a vu ce qui se passait. Et on assiste aujourd'hui en France à un tournant très très clair en 2011-2012, dans lequel, dans de nombreux cas, on s'aperçoit que l'issue, c'est pas tellement des indemnités de licenciement, c'est surtout de ne pas vendre sa peau, c'est conserver son emploi. Et la meilleure façon de conserver son emploi, c'est de le contrôler, c'est de contrôler son unité de production. Ça, bien entendu, ici au Fralib, vous le savez, et je crois que vous êtes certainement la lutte la plus emblématique qui existe aujourd'hui en France sur ce sujet. Je crois que c'est un formidable cadeau que vous faites à l'ensemble de la classe salariée, j'en suis persuadé, mais vous en avez d'autres qu'il faut citer. Je crois que c'est important. C'est par exemple Cifrance, qui bien entendu a quand même été liquidé, mais la SCOP est repartie à un format plus réduit que ce qu'ils avaient prévu initialement, hélas. On a cité le cas de Hélio Corbeil dans l'Essonne, on pourrait citer le cas de Infoprint dans le Nord, issu, vous savez, du journal paru vendu du groupe Ersan. On pourrait parler tout récemment, deux exemples, j'en oublie d'autres, mais tout récemment encore dans l'actualité, deux exemples. Fontanille qui reprend en scope, c'était, vous savez, des bas autofixants, je crois qu'ils sont dans le 43, si je le dis en Auvergne. Et puis, cette semaine, on l'a appris, la SET, une société de haute technologie en Savoie, qui initialement avait été donnée à un groupe américano-singapourien KES par le tribunal de commerce, lequel jugement a été cassé et qui finalement se transformera en SCOP. Petite anecdote, car je crois que c'est significatif de la période. Le groupe KNS proposait 500 000 € pour reprendre l'entreprise. Les salariés en proposaient 300 000 et ils ont eu gain de cause, et c'est tant mieux. Voilà. Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et puis en même temps, il y a l'actualité qui nous télescope avec la question de Florange. La question de Florange, nationalisation. Tiens, nationalisation, c'est incroyable comme l'époque est en train de changer. Qui aurait pensé ça? Alors bien entendu, on sait ce que c'est dans la bouche du gouvernement. Mais revoyez Lionel Jospin, 2010, face au licenciement chez Michelin, qu'est-ce qu'il disait? L'État ne peut pas tout. On a un discours qui est différent, on a un air du temps qui change. Et bien entendu, on a vu que le gouvernement a trahi, on sait, et il semblerait que non seulement la nationalisation n'aura pas lieu, mais il semblerait que, suite à l'abandon du projet Ulcor, les deux hauts fourneaux vont probablement, sauf si les salariés occupent le site et changent la donne, être fermés. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire de nationalisation, c'est de voir qu'on ne parlait pas de la même langue entre d'un côté le cabinet Montebourg et d'autre part ce que disaient les salariés. D'ailleurs, fait significatif, c'est intéressant de voir, c'est un petit peu comme une espèce de boîte de Pandore. À partir du moment où la question de la nationalisation était posée, d'un coup, les chantiers Nazaire, les chantiers navals de Saint-Nazaire ont immédiatement posé la question, en disant, tiens, pourquoi pas nous non plus, en tant qu'outil pratique. Mais maintenant, écoutons un petit peu ce que dit Édouard Martin, délégué syndical CFDT de Florange. Il dit, nous connaissons nos usines, nos métiers, nous connaissons nos clients. Nous ne sommes pas seulement des manifestants. À un autre moment, il dit, les rénovations, les investissements, c'est maintenant que nous les voulons, pas dans 5 ans. Nous exigeons que les travaux de rénovation démarrent tout de suite. Or là, on s'aperçoit qu'on a quelque chose qui est complètement commun avec tous les projets de SCOP, de reprise en entreprise sous forme de SCOP qui existent en France.
Premier élément, la contestation du pouvoir en place en termes de pouvoir économique en place, en termes d'orientation qui ont été prises, généralement prises bien entendu pour servir les intérêts des actionnaires. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point qu'on trouve commun dans cet exemple, dans le deuxième exemple, c'est la volonté de reprendre en main son destin. Et là je trouve que c'est un trait d'union qui est absolument limpide entre d'un côté les questions de nationalisation, de l'autre de reprise sous forme coopérative. Alors, reprise en scope, nationalisation, quelque part on ne s'est pas vraiment encore posé cette question en France. En Argentine, on se la posait, vous savez, lors de la crise de 2000, de nombreuses entreprises ont été occupées par les travailleurs, puis reprises. Certains voulaient repartir en coopérative, d'autres une nationalisation dite sous contrôle ouvrier. C'était le cas par exemple de Zanone, la céramique, qui s'appelle maintenant Fab Sinpat, usine sans patron. Mais in fine, cette Fab Sinpat, elle est devenue une coopérative. Et ils ont décidé de repartir, puisque bien entendu, le gouvernement argentin n'avait absolument pas l'intention de nationaliser. Merci, bonjour à tous. Moi d'abord j'aimerais vous parler du mouvement SCOP en général, vous dire un peu ce que vous représentez pour lui, et puis quelle taille il a, etc. Parce que c'est pas neutre par rapport à ce que vient de nous dire Benoît. Ensuite, je voudrais évoquer les difficultés des SCOP. Alors, pas les difficultés économiques, je ne suis pas là pour ça aujourd'hui, mais plutôt les difficultés de vivre en SCOP. Les difficultés, mais aussi les avantages et les opportunités. Hein. Pas que des difficultés, heureusement. Les SCOP, c'est 2000 entreprises en France. Je vous rappelle qu'il y a 1 million d'entreprises en France. Donc les SCOP, c'est tout petit. Tout petit, petit. Les SCOP, c'est 40 000 salariés. Si vous faites le compte, 40 000 salariés, enfin 40 000 associés salariés. 40 000 salariés divisé par 2000 entreprises, ça fait des SCOP qui en moyenne représentent 20 personnes. D'accord? Et si on fait la médiane, c'est même 10 personnes. La médiane, c'est-à-dire qu'il y a 50% des SCOP qui sont moins de 10. D'accord? Donc Fralib, en ce sens-là, j'ai vérifié le nom, 73 personnes, c'est 72. Alors. Fralib, 72 personnes, c'est un bel exemple de reprise d'entreprise en SCOP. C'est d'autant plus un bel exemple que c'est assez récent qu'il y ait un mouvement de reprise d'entreprise en SCOP. Il y a eu pendant les années 80-90 un mouvement de création d'entreprises, donc qui partait de rien, et c'est aussi pour ça que c'est des petites équipes. C'est assez récent qu'il y ait un mouvement de reprise. Il y avait eu un mouvement de reprise dans les années 80 qui avait été catastrophique, il faut le dire. Vous vous souvenez tous, enfin au moins les plus anciens d'entre vous, d'une expérience qui s'appelait Manu France. D'accord. Il y a eu plein d'exemples d'entreprises du textile dans les années 80 aussi qui ont été reprises en SCOP. Moi, je me souviens être allé à l'époque faire de la formation dans des SCOP où les salariés me disaient « Ah, mais c'est le préfet qui nous a dit qu'on pouvait reprendre en SCOP, donc on se met en SCOP. » Donc, je pense qu'on peut aussi, et c'est un peu aussi ce qu'on porte, c'est d'intégrer des critères écologiques, parce qu'il n'y a pas que la finance dans la vie, il y a aussi l'écologie, et c'est important, surtout à l'heure actuelle, surtout avec le combat qu'on a en ce moment, les gaz de schiste, entre parenthèses. Des critères sociaux, parce qu'on ne devrait pas laisser rentrer des produits à certains prix quand on sait les conditions de travail dans lesquelles ils sont produits. Et ça coûte rien. C'est simplement des critères, des surtaxes qu'on mettrait à l'entrée de la France ou de l'Europe, ça après c'est à voir, mais c'est des volontés politiques. Et c'est des volontés politiques conscientes et solidaires, certes, mais bon, qui je pense, à l'heure actuelle, devraient être prises en compte. Il y a un pays dans l'Himalaya qui se fait, ils sont sur des critères comme ça. Donc ça peut se faire, le Bhoutan, voilà. Le Bhoutan. Le Bhoutan, voilà. Ils ont mis ces critères, hein, écologiques, sociaux, et ça marche très bien. Voilà. Les gens sont motivés en plus, ça se passe très bien.
Ensuite, je voulais aussi, tout à l'heure, on parlait de comparaison salariale, 4, oui, machin, mais ça aussi, il faut arrêter de dire on veut plus, toujours plus, ça apporte quoi. L'important, c'est d'avoir suffisamment pour vivre décemment. On ne demande pas à avoir 120 ou 600 SMIG, comme disait Gérard tout à l'heure. C'est pas ça l'objectif, c'est qu'on soit tous bien, qu'on puisse tous vivre, qu'on puisse tous nourrir notre famille, qu'on puisse tous donner des objectifs à nos enfants, des choses positives. C'est ça l'important, que tout le monde vive bien. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 600 SMIG? J'aimerais bien savoir, monsieur Paul Polman, qu'est-ce que ça lui apporte? Rien. Enfin, moi, je sais pas, ça m'apporterait rien, mais bon. Je suis pas dans leur monde aussi, hein, c'est pas... Moi, je suis aussi un peu, comme il disait, dans l'optique d'avoir tous les mêmes salaires, mais bon, après, peut-être un petit peu excessif. Mais ça se fait, pareil, alors je sais plus le nom non plus, peut-être vous allez me le dire, dans une ville en Espagne. Marenaleda. Voilà, Marenaleda, où donc le maire, depuis 1973, a pris la direction de la commune. Il a récupéré des terres, bon, ils se sont battus, l'histoire est assez compliquée, complexe, mais bon, il a récupéré depuis 1973 la direction de la commune. Tous les salaires sont égaux, il a créé une usine, et tout le monde a les mêmes salaires. Voilà, et ça se passe très bien. Et il gagne plus que la moyenne des salariés en Espagne. Donc, et c'est la commune où il y a le plus d'infrastructures. Il paraît qu'ils sont 2000 ou 3000, je ne me rappelle plus, et ils ont une piscine. Enfin, il paraît que c'est fantastique, fantastique. Donc, comme quoi, l'économie solidaire, elle crée des richesses. Voilà, donc, moi je suis pour ça. Je dis, ça n'engage que moi. Voilà, donc voilà moi ce que je voulais dire. Donc, est-ce que vous avez des questions sur le concret des scopes, la direction des scopes? J'ai insisté sur le fait que vous soyez associé et salarié. On appelle ça le port de la double casquette. C'est pas facile. J'ai été en scope moi-même, hein, il y a 30 ans. C'est pas facile parce que, effectivement, quand le responsable technique ou le responsable commercial décide que samedi il va falloir qu'on bosse parce qu'on a une commande super urgente et qu'il faudra absolument l'assumer malgré tout, alors qu'on avait prévu de pas bosser samedi dimanche, là on est salarié, on fait la gueule, mais on est coopérateur associé et on se dit bon, va peut-être falloir y aller quand même. De même que quand on n'a pas été augmenté depuis 2 ans parce que les temps sont durs, en tant que salarié on fait la gueule. En tant qu'associé à l'Assemblée Générale, on a des débats houleux des fois. Il faut les avoir, mais il faut les régler aussi. Il faut être clair là-dessus. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes en train de devenir des petits patrons, loin de là, c'est pas mon idée. Vous êtes en train de devenir ce qu'on vous empêche d'être quand vous êtes salarié, c'est-à-dire simplement responsable. Responsable. Quand vous êtes simple salarié, de plus en plus, et c'est de pire en pire, vous êtes des irresponsables. Quand vous êtes associé salarié d'une SCOP, vous êtes tenu d'être responsable. Et tenu d'être responsable, ça veut dire très clairement aussi tenu d'être solidaire. Solidaire avec la direction que vous avez élue. Alors vous pouvez avoir des désaccords, vous pouvez éventuellement la remettre en question et dire ah non, on n'est pas du tout d'accord avec ça, c'est une très mauvaise décision de notre conseil d'administration. On en rediscute et éventuellement même on vire le conseil d'administration. Ça peut arriver. Mais solidaire par contre, ça veut dire qu'à tout moment, quand il y a effectivement des choses à faire, quand il y a effectivement des décisions prises par une majorité et que je ne suis pas d'accord avec la majorité, j'applique. Une personne, une voix. Je vais quand même parler aussi des avantages des scopes. Les scopes, pour en avoir fréquenté des centaines, en 10 ans de la scope, c'est en règle générale plus d'écoute, en règle générale une connaissance et une prise en compte des réalités de terrain par les directions, et en règle générale une plus grande motivation.
Une plus grande motivation en étant conscient qu'on est motivé pour toi, en étant conscient qu'on est également motivé pour la boîte et pour les clients. Ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Je pense que ici à Frali, vous ne l'avez pas oublié quand vous évoquez le type de produit que vous voulez produire et non pas les produits chimiques que certains de vos concurrents nous obligent à ingurgiter, tel que je l'ai entendu tout à l'heure. Enfin, c'est que de la flotte. Alors, si c'est que de la flotte, c'est pas grave. Mais potentialité, c'est aussi que on peut se dire qu'à 72 ou 73, qu'à 72, vous aurez plus d'idées que quelques directeurs qui se réunissent dans un bureau pour décider de tout. Et quand je dis plus d'idées, c'est plus d'idées en termes d'organisation, plus d'idées en termes de type de production, plus d'idées en termes de choix de gestion, etc. On est toujours plus riche à plusieurs que tout seul. On est toujours plus riche d'intelligence à plusieurs que tout seul dans son bureau. Et assurément plus riche quand on connaît le terrain et qu'on connaît son usine que quand on dirige de New York, Bruxelles ou autre. Donc en ce sens-là, je crois que c'est l'une des grandes potentialités des scopes. Oui, je serai les deux, j'espère. Tout d'abord, bon, quand vous avez parlé de la scope, moi, c'est ce qu'a dit Elodie, c'est ce que je pense. J'ai choisi cette manière d'entreprise, parce que pour moi, c'est quand même une entreprise, parce que c'est un ensemble de personnes, mais aussi qui a but économique. Donc, pour ma base, c'est surtout la politique qui sera dans cette entreprise-là qui va faire la scope. Parce que le problème avec Unilever qu'on a eu, c'est qu'ils avaient une politique plutôt destructrice socialement, même s'il se passe à la télé comme quoi ils font ils ont une politique environnementale et sociale développée pour les salariés dans l'entreprise, mais moi, en tant que salarié, on m'a utilisé en tant qu'intérim pendant des années, donc le salarié, c'était le dernier de leurs soucis. Donc moi, je pense que la scope, c'est une manière différente, même si c'est difficile, puisqu'on est dans un marché quand même qui est plutôt capital, qui est basé sur le capital, mais je pense qu'à l'intérieur de la scope, c'est à nous et à nous tous, en tant que salariés et individus, à la mener où elle veut qu'elle aille. On peut la faire réussir, c'est obligé, parce que c'est un ensemble d'idées qui sont des fois contradictoires, mais avec ces contradictions, on peut aller loin des fois. Parce que j'ai remarqué qu'avec une minorité de salariés, on a pu faire bouger un PDG monde. Il y en a beaucoup qui le savent. C'est impressionnant ce qu'on est arrivé à faire quand même. Moi, des fois, je me on est arrivé à faire parler un mec qui ne connaissait même pas la France, je pense. Gémenos, il ne savait même pas où c'était. Il est arrivé à parler de nous. Des présidents qui parlent de nous. Peut-être qu'au fin fond de l'Europe, ils parlent de nous aussi. Donc si on est arrivé à une minorité, on n'est que 100, on n'était que 182, c'est que quand même on peut arriver à faire des choses. Donc je pense qu'une scope, on est arrivé à faire, à déplacer des montagnes, parce qu'avec le combat qu'on a mené, je pense que oui. Donc c'est pas une scope qui va me faire peur.